Bonjour à tous ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette émission et soyez les bienvenus dans À votre santé sur TVADP. Nous sommes le lundi 1er décembre 2025. Il fait plutôt frais, mais rien de bien anormal pour la saison, me semble-t-il. Je vous souhaite à tous en tout cas un bon temps de l'avant, période propice à ralentir un peu le rythme, à chercher à limiter notre frénésie ambiante habituelle. Et puis quoi de mieux pour cela qu'une bonne tisane au coin du feu, tant que c'est pas interdit de faire du feu dans sa cheminée. D'ailleurs, même si ça a été, on s'en fout, on en fera quand même. Une bonne tisane, disais-je, du thym ou de romarin, et un bon livre à la main. Un livre, pourquoi pas celui-ci justement. On va vous passer à l'écran. Climarnac. Climarnac, titre choc pour un sujet très polémique. Bien que vous tous ici, les 20% de rescapés de l'expérience de 1000 grammes à ciel ouvert que nous avons vécu depuis la coronaro-psychopathie, vous n'êtes sans doute pas dupe du jeu malsain de ces princes qui nous gouvernent et se servent de tout ce sujet pour restreindre un peu plus chaque jour nos libertés. Alors on ne vous la fait plus. Vous avez compris que nous sommes les jouets des mondialopathes, prêts à tout pour nous asservir, jusqu'à créer des peurs là où il n'y en a pas, et ainsi instaurer des lois liberticides. Prêts à tout, jusqu'à envoyer de la chair à canon défendre leurs propres intérêts sur un territoire qui ne nous concerne en rien. Et qui fait même de nos amis d'hier nos ennemis d'aujourd'hui. Pas dupes, nos ennemis, les vrais, sont sur notre territoire. Ils contrôlent la politique, la police et l'information. Ceci étant dit, il est important d'avoir les idées claires sur ce sujet du climat, comme tant d'autres, afin d'éviter des lieux communs dont on ne sait pas quoi faire, sauf éventuellement au café du commerce. Et c'est pour ça que le travail de fouineur de Jean-Michel Jacquemin-Rafestin, mon invité du jour, est capital, parce que tout y est. Tout est sourcé, y compris ce que vous ne retrouverez plus après le nettoyage du net. Nous allons donc parler climat, changement climatique, GIEC, consensus scientifique, voitures électriques et la catastrophe écologique que cela implique. Alors Jean-Michel, bienvenue à toi dans cette émission. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver une Comment fois de vas-tu? plus pour un sujet très chaud. On va essayer d'expliquer C'est bien de dire. ce thriller climatique dystopique. Mais je dois dire que Merci beaucoup Jean-Michel de ce j'ai eu une bonne publicité par le président Trump, puisque quand le livre est sorti, il était en train de déclarer que c'était la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité à la tribune de l'ONU. Donc, c'était pas mal. Alors il n'avait pas été le seul, moi je me souviens déjà quand j'y croyais pas, mais je ne croyais pas ce que disait cet homme à ce moment-là. Il parlait de Claude Allègre, et pourtant il avait déjà raison, il avait écrit L'imposture climatique Bien et la sûr. fausse écologie, c'était en 2012, Ouais. et il s'est fait harponner sur ce sujet, alors qu'il est tout de même docteur en géochimie. Il était, Il puisqu'il est décédé était, au début d'année. oui. Mais ce Est-ce sont que des tu veux bien sujets nous qu'on ne parler un peut petit peu plus de ton bouquin? aborder puisque même un prix Nobel comme John Clauser, depuis qu'il a dit la vérité, il est blacklisté. Ils ont annulé toutes ses conférences dans le monde entier. Alors c'est donc ton Xème livre, mais c'est le quatrième depuis cette fameuse trilogie. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, dont tu m'as fait l'honneur de Oui. demander de préfacer le deuxième tome. Le troisième qui Le est tome 2. l'Empire du mensonge. Et puis voici maintenant le climat arnaque, qui semble-t-il, c'est un sujet qui avait déjà abordé dans le troisième, euh, mais qui est là fait l'objet d'un livre tout entier. C'est quand même un pavé, quoi. C'est plus de 400 pages. Est-ce que tu peux juste me dire, Jean-Michel, euh, réchauffement climatique, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et s'il y en a un, à quoi est-il dû? Oui, mais On bien voudrait sûr que juste pour l'heure ici que les choses soient très claires pour tout le monde. oui, bien sûr que le climat, il y a un réchauffement actuellement. Le climat change, mais il a toujours changé. La Terre, elle a 4 584 millions d'années, 4 milliards 584 millions d'années. Donc, ça a toujours changé. Il y a eu des périodes chaudes, il y a eu des périodes de glaciation. Et il n'y a pas besoin de remonter à des millions d'années pour ça. Je veux dire, moi, quand on me dit, oui, mais tu te rends compte, sous les glaciers des Alpes, ils fondent.
Oui, ils fondent. Et qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Des voies romaines. Donc, à l'époque romaine, il y avait 2 degrés de plus. Et puis ensuite, bah, il y a eu des périodes glaciaires. La période de Louis XIV, c'était une période glaciaire. Et quand on nous dit aujourd'hui, parce que ça coïncide bien sûr, que la chaleur augmente, que c'est dû au CO2 des hommes, donc anthropique, et que ça a commencé avec l'ère industrielle, oui, ça a commencé dans dans les années vers 1850, 1870, mais ça coïncide avec la fin de la période glaciaire qu'avait connue euh, quelques siècles avant sous Louis XIV, Louis XVI par exemple, tout ça, où l'époque était beaucoup plus froide. Donc c'est perpétuel. On nous dit que c'est le CO2 de l'homme. C'est complètement ridicule. Et ce qui est terrible, c'est qu'on met ça dans la tête de gens parfois instruits. Je pense à Monsieur Fabrice Lucchini, qui a quand même déclaré dans une interview qu'il vendait sa maison de l'île de Ré parce que dans 15 ans, il y aurait plus d'île de Ré. Bon, alors, en dehors du côté, bon, bah, je récupère mon fric, tant pis pour celui qui rachète. Dans 15 ans, il y aura toujours l'île de Ré, hein, il y a aucun problème. Mais si quelqu'un comme lui est capable de dire ça, imaginez ce qu'on peut mettre dans la tête des enfants de 15 ans, ou 18 ans, ou 20 ans. J'ai eu la chance, par exemple, que Jean-Claude Bourret fasse la publicité de mon livre sur sa page Facebook, et il expliquait que dans sa famille, il y a des jeunes qui veulent pas faire d'enfants pour sauver la planète. Donc, on est vraiment arrivé à un moment très, très grave. Et pourquoi j'ai fait ce livre? Parce qu'il y a déjà plein de livres hein, qui nous prédisent l'apocalypse. Mais je n'en avais pas trouvé un qui nous parlait du passé de la Terre. Et donc, c'est ça que j'ai voulu expliquer dès le début. D'abord, dès le début, j'ai expliqué qu'il y avait des catastrophes bien plus importantes qui nous attendent, qui peuvent arriver demain. Et puis, je suis revenu sur tout ce qui s'est passé sur notre planète, les différents changements climatiques qu'il y a eu, les continents qui ont disparu, le Sud-Hollande, par exemple, que certains appellent le continent mu, l'Atlantide, ce sont plein de continents qui ont disparu. Et c'était important de rappeler tout ça, de parler des volcans. Le risque des volcans, il est énorme et on ne le contrôle pas. Si le volcan de Yellowstone se réveille, ce qu'il n'a pas fait depuis 430 000 ans, je peux vous assurer que c'est la Terre entière qui verra plus le soleil pendant 3 ans. Il y en a plein des volcans qui se réveillent en ce moment. Il y a il y a le Vésus. Nous, ce week-end, on a eu le nôtre à La Réunion qui s'est réveillé. Ça y est, on est passé en plein hors sec. Mais bon, ça, c'est pas un méchant volcan, le nôtre. Enfin, pour l'instant, en tous les cas. Mais vous avez le Cumbre Vieja à La Palma. Si le volcan se réveille, c'est tout le pan de la montagne qui s'effondre. D'ailleurs, il y a un film dessus. Et il va déclencher une vague de 650 mètres de haut qui va traverser l'Atlantique en 8 heures et qui va rentrer à l'intérieur des terres du Canada, des États-Unis, des Antilles sur une profondeur de 20 kilomètres. Donc, je veux dire, il y a quand même des dangers beaucoup plus importants que ce que l'on veut nous faire croire avec l'histoire du CO2. Il y a eu des périodes sur la Terre où il n'y avait pas d'hommes et il y avait quand même 6 fois plus de CO2. Hein. À l'époque des dinosaures, par exemple, la Terre était très verdoyante, très florissante. Donc ça, c'est du marketing de l'ONU, ce qui permet de prendre des taxes, de l'argent aux gens, bien sûr, de nous contrôler aussi, bien sûr. Tu prends un billet d'avion, tu achètes un smartphone ou un ordinateur, tu as ta taxe de carbone dessus, voilà. Il y en a qui s'en mettent plein les poches. Je pourrais citer Al Gore, l'ancien vice-président de Clinton, puisque ça a quand même été le meilleur agent commercial avec le film qui est sorti dans lequel New York était noyé sous 6 mètres d'eau. Et le Une mec, il a fait vérité qui fortune. dérange, si j'ai Hein. bien de mémoire, c'est ça? Voilà, voilà. Alors, il a créé des sociétés sur le sujet, bien sûr, et maintenant, il pèse quand même 33 milliards de dollars. Donc, ça rapporte. Mais c'est ce qu'a dit le nouveau Premier ministre du Canada, celui qui a remplacé Trudeau, qui était un ancien banquier.
Et d'ailleurs, j'ai mis la vidéo en note de bas de page pour que les gens voient. Quand ils se vantaient, avec ça, on va ramasser du pognon. Ben oui, bien sûr. Les gueux, ils vont payer. Reconnais, Eric, que c'est quand même plus facile de faire payer les gueux que de faire payer le soleil. Parce que le réchauffement climatique, c'est quand même très simple. Il dépend de la distance de la Terre avec le Soleil. Alors, premièrement, la Terre, elle tourne autour du Soleil, mais pas en cercle. Elle tourne en ellipse. Et en plus, elle tourne comme une toupie. Voilà. Donc, jusque dans les années 2000, parce que je suis le sujet depuis très longtemps, tu allais sur le site de la NASA qui te l'expliquait que la différence de température, ça variait en fonction de la distance de la Terre au Soleil. Et depuis ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, là, c'est fini. Tu vas sur le site de la NASA et tu apprends que le réchauffement est anthropique. Voilà. Alors, il y a quand même beaucoup de livres qui sont écrits par des gens honnêtes. Je pense à Kevin Kunin, qui était le conseiller climat de Barack Obama, qui a fait un bouquin qui était numéro un des ventes aux États-Unis. Et lui, il explique dans son livre que le- le- l'interférence de l'homme, elle est vraiment minime. On ne sait même pas si elle joue beaucoup, mais si elle joue, elle est vraiment minime. Et si tu veux, je vais planter le décor parce que nous savons qu'il y a 3300 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi? 3300 milliards, ça, ils connaissent, c'est l'endettement auquel nous a mené Macron et son ministre des Finances. Mais 3300 milliards de tonnes de CO2, ça veut rien dire pour nous. Alors moi, j'ai pris l'exemple de Paris-Marseille. Là, tout de suite, on voit la carte de France, on voit Paris, on voit Marseille. On demande à notre petite boîte magique combien il y a de kilomètres et elle nous répond gentiment que par la route, il y a 775 kilomètres. Alors, imaginez que ces 775 kilomètres, ça soit notre atmosphère. Et le CO2, c'est 0,04%. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai mis dans le livre aussi la vidéo d'une commission aux États-Unis réalisée par un sénateur, mais qui est aussi agriculteur. Donc, il a réuni les gens de l'EPA, c'est-à-dire l'Agence américaine de l'environnement, et il leur a demandé quel était le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère. Et alors là, on se marre, c'est 2, 3, 4, 7, ça monte jusqu'à 8. Donc, quand il arrive à 8%, il dit, je vous arrête, on n'est pas une vente aux enchères. C'est pas 1%, c'est pas 0,5%, c'est 0,04%. Je pense qu'on pourrait poser la même question à nos verts en France, on aurait à peu près les mêmes réponses. Donc revenons à nos 775 kilomètres qui représentent l'atmosphère et le CO2, 0,04%. Ben, si vous faites la multiplication, vous arrivez à 315 mètres. 315 mètres, il y en a 60% dans les océans quand même. Et la France en produit un 20 millième. Alors, on va être gentil, on va prendre l'Europe, puisque c'est l'Europe qui fait le plus d'efforts. La France est maillot jaune quand même en Europe, hein. Et on prend l'Europe, c'est 10 fois plus, donc un 2 millième de 315 mètres. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à changer le climat, sincèrement? Ou est-ce qu'on nous prend pour des imbéciles? Voilà, c'est J'ai tout. j'ai Mais bon, l'impression ça aussi, permet à certains de s'enrichir. j'ai l'impression aussi, Jean-Michel, que c'est pas la première fois qu'on nous fait des annonces alarmistes sur le climat. Il y a déjà plus d'un siècle déjà qu'on nous parlait de ce que tu dis dans ton livre, hein. Un article dans le Ça a Washington Post qui dit commencé au début, ça a commencé il y a une cinquantaine d'années, 70 ans, quoi, à peu près. Ça, tu sais que ça vient du même endroit que le reste, hein. Ça vient de l'ONU qui est dans les mains, bon, faut pas le dire aujourd'hui parce que sinon tout de suite, mais de ceux qui ont programmé l'ONU à l'époque, hein, qui ont pris la Société des Nations au San Francisco, qui ont offert le terrain à New York, qui ont donné le million de dollars pour la construction de l'ONU, le fameux machin, comme l'appelait le général de Gaulle. Et voilà, et c'est ces gens-là qui dirigent, comme je l'expliquais dans le tome 2 d'ailleurs, celui que tu as préfacé, où j'explique d'ailleurs que je l'appelle la pieuvre parce que tous les organismes qui nous causent des problèmes dépendent de l'ONU, que ce soit donc le GIEC
pour le cas présent, mais que ce soit l'OMS, le FMI, tous ces organismes-là. Alors parlons du GIEC, tiens, justement, parce que tu abordes le sujet. Qu'est-ce que c'est que le GIEC pour le commun des personnes? Ça a une valeur importante. Le GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est un petit peu on va dire le Vatican du climat. C'est quelque chose qu'on essaye de ne pas, qu'on ne peut pas remettre en cause. Mais d'où vient le GIEC exactement? Qu'est-ce que c'est et quelle est la valeur de sa parole? Alors, tu veux dire qu'il produit la Bible du climat, hein, faut pas toucher, c'est une religion, hein. Tous ceux qui touchent, ils sont brûlés sur le bûcher. Pour moi, ce sont les gentils idiots écologistes corrompus. Voilà. Parce que si tu es scientifique et que tu veux des subventions, eh ben, tu dois demander des subventions au GIEC et tu dois, c'est-à-dire faire un document. Tu as déjà la conclusion avant ton étude, tu vois. Tu sais déjà comment faut terminer. Voilà. Si tu rentres pas dans le jeu, et on en a en France qui ont fait partie et qui ont s'en sorti, je pense à Christian Géronto ou François Gervais, par exemple, qui ont compris le système et qui n'ont pas voulu continuer. Et si tu sors, bah, t'as plus de subventions, quoi. Donc, tu en as beaucoup qui, qui, qui écrivent ce qu'il faut, ce que la direction du GIEC attend, quoi. Voilà, c'est tout, c'est pas autre chose. Au GIEC, t'as pas d'historien, t'as pas de géologue, t'as pas de gens qui s'intéressent sur le passé. On nous fait que des prédictions sur l'avenir. Et là, aujourd'hui, et on s'aperçoit avec des scientifiques de renom que les prédictions qui ont été faites, elles sont toutes fausses. Je te rappelle que même en l'an 2000, on ne devait plus avoir de pétrole. Euh, les Anglais devaient plus connaître la neige. Enfin bon, c'est des trucs. J'en ai mis une page dans le livre de toutes ces prédictions alarmistes qui ne sont jamais arrivées, quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et alors en plus, le rapport du GIEC, il fait 600 pages et on te résume les 600 pages en 20 pages. Donc, c'est-à-dire que on peut te faire dire n'importe quoi dans le rapport de 20 pages par rapport au rapport de 600 pages, déjà, pour commencer. Voilà. Et puis, bon, bah, je te parlais de John Clauser, qui a été prix Nobel, qui est blacklisté maintenant. Ben, c'est pareil pour les gens du GIEC. S'ils vont pas dans le sens, dans la volonté de la direction du GIEC, ben, ils ont plus de subventions, ils sont blacklistés. Tu parlais de notre ancien ministre au début. Bah, à partir du moment où il a fait ce livre-là, et j'en parle dans le livre, ça a été fini. On peut parler de ce présentateur de télévision du temps, mais je ne sais plus son nom là, sur France 2, qui a été viré du jour au lendemain quand il a sorti un livre qui expliquait que ben non, le changement climatique n'était pas dû à l'homme. Alors Jean-Michel, tu parles dans ton livre d'un homme, donc on ferait beaucoup peut-être de s'arrêter sur ce nom que je ne connaissais pas avant de lire ton livre, Maurice Strong. Tu cites que c'est le Ah, parrain du mouvement écologiste. Qui c'est le est-il parrain. et Alors qu'est-ce qu'on lui doit? ah bah on lui doit la formule le réchauffement climatique. Ça, c'est lui. C'était un industriel canadien qui avait pas terminé ses études secondaires d'ailleurs. Enfin bon, il a quand même réussi à se faire monter des sociétés et à gagner de l'argent. Et il avait deux choses qui l'inquiétaient, c'était le réchauffement de la planète et le nombre de la population. Pour lui, il fallait absolument réduire la population. C'était un copain style Bill Gates, tu vois, qui, je le rappelle, il y a 15 ans, avait déclaré qu'avec un bon vaccin, on pouvait réduire la population de 15%. Ça, c'était une parenthèse, mais c'est bien de le rappeler. Et donc, Maurice Strong, alors déjà, il a été formé avec Klaus Schwab. Klaus Schwab, il a été d'ailleurs un des directeurs de Davos au tout début. Mais comme Klaus Schwab, c'était aussi un bébé Kissinger. Tu vois, on retrouve les mêmes que dans le tome 2 finalement. Voilà. Et donc, c'est lui qui la réunion de
du Brésil, de Rio, qui a eu avec pour le réchauffement climatique, c'était lui, et c'est lui qui a lancé les COP, tout ça. Et voilà. Par contre, ça s'est mal terminé pour lui parce que quand il y a eu l'embargo sur le pétrole en Irak, il y a eu des échanges pétrole contre nourriture et il s'est retrouvé avec quelques millions de dollars sur son compte. Il a donc été forcé de quitter les États-Unis et de fuir en Chine. Mais enfin, c'est vraiment le fondateur du mouvement écologique aux États-Unis dans les années 60-70. Et il faisait partie du traité de Rome, bien sûr, avec, L'un des cofondateurs avec du GIEC. Rothschild, avec Rothschild et Rockefeller. Non, il n'a jamais été directeur du GIEC, mais c'est lui Non? qui a créé le GIEC, Oui, cofondateur, c'est ce que j'ai dit. Ouais. cofondateur, voilà. Comme Et, cofondateur du Club de Rome aussi. des- un bel ensemble de philanthropes. Euh, Ouais. donc, on a compris un peu pourquoi le climat se réchauffe. Hein. C'est pas anthropique, c'est pas du tout l'homme qui en est responsable ou de façon très minime, mais c'est surtout le phénomène de rotation elliptique de la Voilà. planète Terre autour du Oui, et Soleil. puis ce sont les énergies fossiles qui produisent le CO2 et nous, on produit 1 kilo de CO2 par jour. Voilà. Donc, par rapport à 3300 milliards de tonnes, c'est ridicule. C'est Mais il faut vraiment bien ridicule. entendu sacrifier toutes nos vaches qui émettent du méthane dès qu'elles émettent Oui, mais des gaz. c'est pas pareil, là encore. Mais bon, si tu veux, ils se sont aperçus que faire peur aux gens, on pouvait leur faire faire n'importe quoi. On pouvait leur faire se signer une autorisation de sortie pour aller acheter le pain ou leur faire enfermer papy, mamie dans la cuisine pour le réveillon de Noël. Donc, bah, ils continuent. Ils voient que ça marche. Plus tu terrorises les gens et plus tu les manœuvres comme tu veux. Donc là, bah, ça y est, je sais pas si tu as vu le secrétaire général de l'ONU, enfin, des Nations Unies, l'été dernier, la planète allait cramer, quoi. C'était vachement affolant, la déclaration qu'il a faite. Bon, le temps change, il y a rien d'extraordinaire. Tu as Ian Clark, qui est un géopaléontologue, qui travaille sur des carottes en Arctique de glace. Il arrive ça s'appelle les carottes de Rosten. Il arrive par les carottes à remonter jusqu'à 460 000 ans. Il descend jusqu'à sur 2500 mètres de profondeur. Et après, il analyse le gaz qui se trouve dans ces carottes de glace. Et il a fait les études qui ont révélé que c'est pas la chaleur qui produit le CO2. Au contraire, c'est le CO2 qui suit l'augmentation de chaleur avec 8 siècles de retard. Et ça, il y a des statistiques, il y a tout. J'ai mis ces croquis, ces travaux dans le livre. Faut travailler avec des gens sérieux quand même. Si tu veux, les gens ne savent, les gens savent pas que c'est 0,04%, mais ils savent encore moins qu'à 0,02%, la nature, elle meurt. Si la nature, elle meurt, il y a plus rien à manger, hein, quand même. Faut que Oui, les gens réfléchissent un peu. Faut qu'ils se nettoient le cerveau, qu'ils arrêtent de regarder certaines chaînes d'information qui, qui les traitent en esclaves, quoi, finalement, qui les lobotomisent. on est bien d'accord Voilà. là-dessus. La photosynthèse nécessite qu'il y ait du CO2, même en petite quantité, mais en quantité raisonnable, 0,04%, voire 0,05%. Ça va être une bonne chose pour la planète. On Mais a parlé de Maurice j'ai Strong. j'ai cité, dans le livre, je cite une scientifique. Bon, elle est russe, mais elle travaille en Grande-Bretagne. Et elle dit qu'on n'en a pas assez du CO2, qu'il en faudrait beaucoup plus. Et d'ailleurs, l'Empire romain s'est développé justement parce qu'il faisait plus chaud, donc les cultures étaient plus abondantes, beaucoup plus abondantes. Ils pouvaient nourrir tous les armées et trucs et tout. Et voilà, il nous faudrait plus de CO2. Mais on a tellement diabolisé ce CO2 que on va y revenir quand on va parler de la voiture électrique, mais la voiture électrique, il y a quand même trois constructeurs qui te disent qu'elle produit 70% de plus de CO2.
Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais Oui, on y reviendra. Parce que là, on a parlé de Maurice Strong et il y a un autre nom sur lequel il faudrait qu'on parle aussi, c'est Benjamin Center aux Nations Unies, des Nations Unies, hein, le docteur Benjamin Center qui est climatologue. Et, oui. il était un peu le comparse de Maurice Strong. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, comme l'explique un lord anglais. Oui, oui, c'était son comparse. C'est même lui qui a modifié certains documents. Alors, c'est un document important et essentiel des Nations Unies sur le changement climatique, c'est ça? Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Dont, S'entendait comme c'est- deux larrons au foie. dont Mais il c'est des s'agit noms d'une que les gens ne classification des risques. connaissent. C'est des noms que les gens ne connaissent pas. Hein. On ne connaissent pas Maurice Strong ou Center, c'est pareil. Donc, faut chercher les informations, hein, parce que elles sont pas cachées, hein, de toute façon. On les trouve très facilement. C'est pour ça que je mets toutes les notes de bas de page pour que les gens puissent chercher par eux-mêmes et que ça leur donne envie de chercher, quoi, de s'instruire s'ils ont le temps. Tu parles aussi, tu consacres un chapitre entier au consensus scientifique. J'aimerais bien qu'on aborde un Oui, peu ce sujet ensemble, du consensus dont on nous a beaucoup bassiné pendant la période Covid d'ailleurs. oui, ouais. Ben, il peut pas y avoir de consensus scientifique. Sinon, c'est plus scientifique. Non, on a un consensus politique. Ça, c'est évident. Ces histoires de consensus, c'est parti de Barack Obama. Avant le traité de Paris, donc c'était en 2015, le traité de Paris, je crois, hein, c'était sous Hollande. Il y a eu une étude australienne qui en a tiré que 97% des scientifiques étaient d'accord. Je conseille le livre de Christian Géranto qui, lui, a détaillé cette étude. Donc, il y avait 11 932 études et de ces études, on tirait les conclusions. Et finalement, il s'avère qu'il y avait seulement 0,5% d'études qui étaient persuadées que le réchauffement n'était dû qu'à l'homme. Voilà. Et puis, j'ai plus les chiffres en tête, il y a tout dans le livre. Mais ce que je me rappelle, c'est que 66,5% des études annonçaient qu'elles n'avaient pas de preuves que l'homme était responsable du réchauffement climatique. Voilà. Donc on a eu, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec les rapports du GIEC qui peuvent dire quelque chose et puis une conclusion qui ne correspond pas. Et ben là c'est pareil. Et puis le fait que Barack Obama, avant de venir au traité de Paris, ait balancé un tweet là-dessus, bah, ça a fait le tour du monde, quoi. C'était parti. Il y avait le consensus à 97%. J'ai même mis dans le livre, il y a un journaliste belge que j'ai un peu allumé. Lui, il est à 99% consensus. Mais bon, si tu parles avec des scientifiques, il peut pas y avoir de consensus. Sinon, on est plus dans la science. Clairement, ouais, s'il y a consensus, on est plus dans le dogme, hein, Bon, il y a un plus, consensus politique, ça c'est sûr. ça c'est clair. Ouais. Euh, alors, tu as parlé dans ton livre de la DARPA. Quel est le lien entre le De climat, là, cette espèce de climat et de HARP, pardon, oui, de HARP. ah bah, ça sera dans le tome 3, Climarnac 3. Ah, parce que les gens sont encore, je vois, parce il y a la commune qui en parle dans les commentaires sur les réseaux et tout, et les gens sont encore en parler de projet ARP. Non, mais il y a 30 ans, c'était un projet ARP, mais depuis, ça fonctionne très bien d'ailleurs. Bah donc ça se trouve en Alaska et ça permet des choses. J'en parlais déjà dans le livre que tu as préfacé. Ça permet de modifier le climat, bien sûr, ça c'est de la géo-industrie sur le climat. Ça permet d'assécher, mais ça il y a longtemps qu'il bouge le climat. Je rappellerai que pendant la guerre au Vietnam, les Américains ensemençaient les nuages pour faire pleuvoir énormément et les Vietnamiens soient bloqués dans la boue, etc. Donc c'est pas nouveau. Le premier brevet sur le climat, enfin le dépôt de climat il est dans les 18 années 1890, quelque chose comme ça. C'était dans le tome 2. Donc, il y a longtemps qu'on sait qu'on peut modifier le climat.
Sauf que là, avec HARP, oui, ben, c'est bien plus important puisque il ne modifie pas le climat. Et d'ailleurs, Nexus a fait un numéro sur HARP le mois dernier. Ils peuvent déclencher des tremblements de terre, ils peuvent déclencher des ouragans, des tornades. Ils peuvent aussi modifier ce que l'on pense et atteindre le cerveau de certaines personnes. Je pense à un général français qui est mort il n'y a pas longtemps et c'était ça. Il y a De plein la de choses. Ward qu'on avait déjà reçu sur cette antenne. Voilà, c'était Dominique. Et donc, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire avec Harp, mais le problème, c'est que maintenant, Harp, il n'y a pas que Harp en Alaska, les Russes en ont un, les Chinois en ont un, il y en a 5 petits en Europe, et tu as Harp sur des bateaux maintenant aussi. Voilà. Donc, ça s'est répandu et c'est vraiment catastrophique. Enfin, moi, j'invite les gens à lire le Nexus du mois dernier. Moi, c'est prévu parce que je suis Harpe depuis très très longtemps. J'avais eu le premier livre sur Harpe par Madame Jennings, dont le titre était Les anges ne jouent pas de cette harpe. Voilà. Et donc, c'était très très bien détaillé. Et c'est pour ça que dans le tome 2, dans le chapitre Climarnac du tome 2, j'aborde le sujet de harpe. Mais c'est tellement compliqué et tout qu'il il faut revenir un petit peu plus que ce que j'ai fait. Donc, c'est prévu dans le tome 3. Il y a, Climarnac aura un tome 2 avec les éoliennes et les panneaux voltaïques, et puis un tome 3 avec Harp et les chemtrails. Ok, donc on va pas déflorer les thèmes des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. On sera impatient de t'accueillir pour ce tome-là. Juste C'est avant qu'on aussi arrive, catastrophique. C'est aussi catastrophique que les voitures électriques. C'est pour alors sauver la juste avant, planète, mais ça la détruit plus qu'autre chose. Alors, juste avant qu'on arrive à l'histoire de la voiture électrique, je vais te demander, est-ce que toi, tu vois un lien direct entre ce qu'on a vécu depuis 5 ans avec la crise Covid et ce qu'on est en train de nous faire là, comme s'il y avait une espèce de continuité, ou est-ce que c'est deux sujets entièrement différents? Oui, non, c'est la continuité, bien sûr. C'est tout ce que l'on vit, c'est prévu depuis longtemps. Et ils ont vu que ça marchait, ils continuent. Bon, il y a Trump qui les bloque un peu quand même. Sinon, on aurait eu l'euro numérique en fin d'année. Et comme lui, il l'a interdit aux États-Unis. Bon, Madame Lagarde est forcée de reculer ça à 2029-2030 pour pas perdre la face. Non, non, mais c'est leur projet, ils le mettent en place et ils mettent les présidents en place, ils mettent les Klaus Schwab, bon, qui a pris sa retraite, mais soi-disant, mais qui est toujours disponible, qui se vante quand il arrive chez Trudeau, enfin quand Trudeau était Premier ministre d'avoir placé tout le monde et qui connaît tout le bureau. C'est pareil, il a placé le nouveau, hein. Donc c'est non, non, c'est prévu, c'est leur programme et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. On revient sur le titre, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Regarde l'Europe actuellement, elle est dirigée par des nazis. Hein. Je suis désolé de le dire, mais parce que Zelensky, c'est oh là là, mon Dieu, faut pas toucher cet homme. Mais il a un gouvernement, il a des nazis avec lui au gouvernement. C'est pas d'aujourd'hui, puisque même quand Poroshenko a été élu en 2014, l'Humanité, le journal L'Humanité avait titré Les États-Unis aux finances et les nazis à la défense. Parce que la ministre des Finances était une Américaine qui avait chopé la nationalité ukrainienne 48 heures avant. Voilà. Donc c'est pas d'aujourd'hui, sauf qu'à l'époque on pouvait en parler. Aujourd'hui on n'en parle plus. Tu as une sénatrice aussi française qui avait écrit un rapport en demandant des explications sur le développement du nazisme en Ukraine. On peut le trouver d'ailleurs sur le Sénat, enfin sur le site du Sénat. Mais aujourd'hui, on peut plus parler de tout ça. Il y a d'ailleurs des articles que j'avais gardés. Aujourd'hui, on met le lien, on ne trouve plus, ça existe plus, tu vois. Donc, on a Van der Leyen qui a quand même un grand-père SS nazi. On a Kaja Kallas qui a un grand-père SS nazi. On a le chancelier allemand, c'est pareil, grand-père SS nazi. Et puis depuis 2, 3 mois, on a la nouvelle directrice du MI6 qui elle aussi avait un grand-père SS nazi, quoi. Bon, bah, les chats font pas des chiens. Il y a quand même, quand on voit comment Van der Leyen dirige l'Europe, alors qu'elle n'a pas été élue,
Euh, on voit bien qu'il y a des racines profondes quand même. Et quand on voit la guerre qu'elle veut absolument faire continuer en Ukraine, t'as déjà 1 500 000 morts, t'as 4 millions d'Ukrainiens qui ont fui. En ce moment, il y a les rafles, ils s'arrêtent dans les rues. Alors c'est drôle parce que la télé française ne le montre pas, mais bon, le journal télévisé allemand, eux, ils montrent. Donc un mec qui est en voiture avec sa femme, ses deux enfants, les gars l'arrêtent, et ils le sortent de la voiture, ils le mettent dans le fourgon et hop, 48 heures après, faut qu'il se retrouve au front. Donc je suis désolé, mais une von der Leyen et un Macron, Starmer, tout ça, ils sont complices de ça. Bon, revenons au climat. Donc le Oui, climat, oui, c'est la continuation de leur plan, si tu veux. C'est pour mieux nous surveiller, c'est pour mieux nous contrôler, comme leur petite ville de 15 minutes, là. C'est pour qu'il y ait tout les voitures électriques aussi, c'est pour nous contrôler, hein, donc voilà, c'est est-ce que on va essayer d'imaginer que, par exemple, les voitures électriques n'ont strictement aucun impact écologique? Je dis bien, on va imaginer. Est-ce que c'est envisageable sur le plan énergétique de n'avoir sur le sol européen que des véhicules électriques, plus du tout de véhicules thermiques, en sachant qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup de bornes pour les recharger et qu'il faudra donc aussi beaucoup, beaucoup de centrales énergiques mais pour alimenter ces bornes. Et or, on est dans une situation où on ferme les unes après les autres nos centrales nucléaires. Est-ce que c'est réaliste? mais c'est ça qui est terrible, c'est que ils le savent très bien que c'est irréaliste. Ce n'est pas réalisable. Ils le savent très bien. Donc pourquoi ils continuent dans l'erreur? Alors c'est pas réalisable. Déjà, tu parlais des bornes. Bah oui, imagine un départ en vacances, un Paris-Bordeaux, un 1er août, et tu attends 4 heures pour recharger ta voiture, déjà. Et si tu arrives à Bordeaux, parce que si jamais il pleut, que tu as les essuie-glaces et qu'il fait pas chaud, tu mets le chauffage, bah, tu vas dépasser Orléans, quoi, quand même. Donc non, c'est totalement irréalisable, mais il y a les bornes, bien sûr, puisque dans chaque borne, il y a 100 kilos de cuivre. L'agence américaine a calculé qu'il faudrait installer entre 250 000 et 300 000 bornes par an jusqu'en 2035 pour couvrir le territoire américain. D'ailleurs, Elon Musk a prévenu l'année dernière, ne prenez pas vos voitures électriques pour le week-end de Thanksgiving. Ben oui, parce que tout le monde part ce jour-là et pour recharger la voiture. Mais en dehors du problème des bornes et de recharge, il faudrait au niveau des matériaux euh, en extraire 40 fois plus que ce qui a été extrait en 2020. Alors, je sais bien que la voiture électrique, c'est pour sauver la planète. D'abord, ça détruit l'environnement. On va commencer par l'Indonésie pour le nickel. Donc, il y a la déforestation, il y a l'acide dans les fleuves, ce qui contamine l'eau potable et les gens tombent malades. Au Gabon pour le cobalt, puisque 80% des réserves de cobalt sont au Gabon. Alors là, on tombe dans l'esclavage. C'est des gamins de 8 à 12 ans qui descendent dans les mines pour remonter les roches dont on va extraire le cobalt. J'ai mis un rapport un lien de bas de page où les gens peuvent télécharger un rapport de l'ONU. C'est 40 000 enfants quand même qui descendent dans les mines. Mais bon, c'est pour sauver la planète, hein. Ensuite, on a le lithium. Donc, tu as les mines de Salar d'Acatama au Chili. Il y en a aussi en Australie, mais en Australie, elles sont différentes. Mais au Chili, c'est dans des régions très chaudes. Il faut 2 millions de litres d'eau pour sortir une tonne de lithium. Dans des régions où les villages n'ont pas d'eau, déjà. J'ai mis toutes les informations et les vidéos à regarder pour que les gens comprennent comment la voiture électrique détruit la planète. Comment elle détruit la planète, on nous raconte n'importe quoi sur la planète. J'ai fait une interview avec notre ami Carlo Brusa et il a dit qu'il allait vendre sa voiture électrique, qu'il pensait pas du tout que c'était à ce point-là.
Non, mais c'est catastrophique. Et puis donc en plus tu as des constructeurs, tu as Volvo, tu as Mercedes et Volkswagen, les trois patrons qui ont déclaré que la construction d'une électrique, c'est 70% de plus de CO2. Et il faut dépasser les 100 000 kilomètres pour arriver à zéro. Et ce sont des voitures qui dépassent jamais les 100 000 parce que déjà, elles n'arrivent pas à 50 000. Au bout de 3 ans, si tu veux la changer, bah, personne ne veut racheter une voiture électrique d'occasion. D'ailleurs, il y a un sondage qui est dans le livre où déjà 54% des gens qui ont une électrique ne recommenceront jamais. C'est alors il y a ce problème qui détruit la planète, mais il y a le problème qui détruit l'économie du monde automobile en Europe. Parce que les grandes sociétés ont des problèmes vu que c'est quand même la Chine qui produit le plus de voitures électriques, que les Chinois achètent moins de voitures électriques, la vente est en baisse. Donc, comme ils ont du stock, ils envoient ça en Europe. Donc, il y a des stocks énormes dans les ports d'Anvers et Rotterdam pour inonder le marché européen. C'est catastrophique. Alors, comme von der Leyen voulait absolument que nous ayons tous une voiture électrique, elle avait demandé aux voitures de location, à Hertz entre autres, qui avait signé un contrat de 100 000 voitures électriques. Il est revenu dessus, hein, pour le réduire, de fournir des voitures électriques. Le problème, c'est que les clients qui louent une voiture, ils veulent pas d'une voiture électrique. Donc, elle trouvait que ce serait bien comme ça, parce qu'en principe, les sociétés de location de voitures revendent la voiture au bout d'un an. Voilà, donc elle se disait comme ça, comme c'est moins cher, les gens vont racheter des électriques. Eh ben non, ça marche pas. Hertz se retrouve et d'autres se retrouvent avec plein de voitures que leurs clients ne veulent pas louer et que personne ne veut acheter aussi. Je te mets une Donc petite anecdote, justement, puisque tu parles des locations de voitures chez Hertz. J'ai loué une voiture, non pas à Hertz, mais une filiale de Hertz, qui s'appelle Six. Et j'ai trouvé sur le net, je prends la réservation, puis je trouve, tiens, c'est bizarre, cette voiture, elle est moins chère que les autres. Allez, je vais réserver celle-là. Et en arrivant sur place, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une voiture électrique. Donc, je me fais contre mauvaise fortune, bon cœur, j'ai essayé. Bon, elle est toute neuve, c'est pas extrêmement désagréable à conduire, encore qu'il faut. On est toujours un petit peu inquiet de pouvoir trouver une borne là où oui, on se trouve. Mais voilà, tu vois, ils étaient peut-être que c'est déjà le cas, mais ils sont contraints de faire la location de ces voitures moins chère si, s'ils veulent attirer du monde. voilà, voilà. Sinon, il les loue pas. Sinon, c'est pas loué. Et Je donc, voulais ça te, pose des problèmes, ça crée une crise dans le monde industriel automobile européen comme jamais il y a eu. Il y a plein de licenciements. Volvo a licencié 9000 personnes, enfin, il n'y a pas que Volvo d'ailleurs, mais on parle de ces licenciements-là, mais on ne parle pas des sous-traitants, parce que ça se répercute chez les sous-traitants. Donc, c'est vraiment catastrophique, à tous les niveaux. je voulais te citer. Écologiquement, Tu dis, hein, dans ton livre, à partir de la page 341, nous avons pour notre malheur et celui de la planète ces gens-là chez nous qui vous font croire que parce que vous allez mettre des vignettes sur votre pare-brise et que vous n'allez plus rouler avec votre petit Clio diesel dans une zone à faible émission, ZFE, que vous allez contribuer à sauver la planète. Alors comment ça s'appelle, hormis un asile psychiatrique à ciel ouvert? Mais le pire, ce n'est pas ça. Ce sont les gens qui acceptent ça. Il y a des gens qui vous disent, je suis pour les aider, je ne prends plus l'avion, je ne fais pas d'enfants. J'ai envie de leur répondre, mais réfléchis, mec, tu représentes 0,11% de la surface de cette planète. En population, tu fais 0,85%. C'est-à-dire que sur 100 types, si tu les alignes en face de toi, il n'y a même pas un Français. Et tu viens me dire que tu vas révolutionner l'écologie et tu vas sauver la planète. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Il y a 30 ans, nous roulions dans de belles voitures. Les Américains roulaient en Cadillac, les Russes en Lada, dont on se moquait. Les Chinois pédalaient sur des vélos. Aujourd'hui, les Chinois envahissent l'Europe avec leurs voitures électriques. Les Russes ont de belles et modernes Lada, merci Renault, qui vient d'ailleurs de perdre 2 milliards d'euros d'investissement en Russie grâce à Macron et ses sanctions commerciales contre la Russie, qui a récupéré les investissements du constructeur français. Et nous roulons à trottinette électrique. et on met des bouchons fixes aux bouteilles plastiques. Très important.
Alors, est-ce que les Chinois ont les mêmes problèmes que nous? Je parle du peuple chinois hein, concernant les voitures électriques. Est-ce qu'ils adhèrent complètement à cette idée-là ou est-ce qu'il y a une sorte de recul salvateur? Ben, ils ont adhéré il y a quelques années et maintenant il y a un recul très net. Les ventes sont en baisse. Enfin, pour 2024, elles étaient en baisse pour la première fois. Comme chez Elon Musk, c'était la première fois que ces ventes de voitures électriques étaient en baisse pour Elon Musk en 2024. Et donc les Chinois se disent bon bah c'est bon pour les Européens, ils les envoient en Europe. Mais ça arrive dans les ports et ça s'entasse dans les ports. On peut voir les photos d'ailleurs. Ils n'arrivent pas à les revendre maintenant. Alors, est-ce que c'est pas tout le fait Mais de... tu sais ce que tu viens de lire, on pourrait prendre la méthode d'Edgar Morin parce que c'est ça, de toute façon, c'est un problème d'éducation. On n'éduque pas les gens, les jeunes. C'est pas qu'ils sont pas éduqués, ils sont éduqués juste assez pour croire ce qu'on leur informe sans avoir la volonté de chercher par eux-mêmes, savoir si ce qu'on leur dit c'est vrai, c'est pas vrai. Vu tout ce qui se passe, on a de quoi se poser des questions quand même sur certains sujets. Et donc, un enfant qui est élevé comme ça, qui est instruit comme ça, on le force pas à développer son esprit, ça devient un adulte programmable, comme on veut, facilement. Voilà. Donc, c'est là le problème. C'est le manque d'éducation aujourd'hui. Et puis, ils apprennent de moins en moins, puisque maintenant, ils ont l'IA, ils vont chercher. Ils passent déjà toute la journée avec leur petite boîte magique, ils dorment même avec. Moi, je vois les jeunes dans la rue avec leurs petites antennes là, blanches là, qui dépassent. Si tu te renseignes, tu vas voir que les cancers du cerveau sont en augmentation chez les jeunes. Ben oui, bien sûr, Ok. mais On avait j'ai fait dû une me émission batailler avec là-dessus ma avec petite fille Frédéric. pour qu'elle arrête ça, mais voilà. On a fait une émission là-dessus avec Frédéric Furlano et on y a parlé effectivement des oreillettes Bluetooth et je fais la guerre à mes ados là-dessus et je fais aussi la guerre à toutes les personnes que je vois hospitalisées et qui passent leur temps avec ça. Au pire, Voilà. acheter des filaires, quoi, mais faites attention à Mhm. ce que vous faites avec l'électrique. Ouais. Euh, il y a une phrase choc là que je voudrais quand même retenir. Euh, Tu crois sauver la planète avec ta voiture électrique? Tu es un esclavagiste d'enfant. Oui. Ah oui. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as 40 000 mômes de 8, 12 ans qui descendent tous les jours dans les mines pour 1 ou 2 dollars la journée, hein, en plus. Oui, pour moi, c'est de l'esclavage, oui. Alors, l'ONU a fait un beau rapport de 40 pages que vous pouvez télécharger, mais après, on fait quoi? On s'arrête à un rapport, c'est tout, ils sont contents, ils ont fait un rapport, mais il n'y a rien qui change. Et puis bon, tu as toutes les terres qu'il faut déplacer pour une voiture. Enfin, c'est énorme, quoi. Je vais te dire, il faut par exemple 12 tonnes de saumure pour sortir 12 kilos de lithium. Donc, t'imagines pour 1 tonne de lithium tout ce qu'il faut. Il faut 15 tonnes de minerai de cobalt, justement, que les gamins rapportent, pour qu'on tire de ce minerai 15 kilos de cobalt seulement. Il faut 3 tonnes d'extraire de nickel pour avoir 30 kilos de nickel. Et puis, il te faut 12 tonnes de minerai de cuivre pour obtenir 100 kilos de cuivre. 100 kilos de cuivre, c'est ce qu'il y a dans une borne de recharge. La voiture thermique, elle a 20 kilos de cuivre. La voiture électrique, elle en a 4 fois plus. Elle a 80 kilos de cuivre. Tu remultiplies tous ces kilos, de ces tonnes de cuivre qu'il va falloir extraire pour les voitures, pour les bornes, c'est absolument impossible. En plus, la voiture électrique, elle est très lourde. Les batteries sont super lourdes. Donc, elle use beaucoup plus les pneus et elle use beaucoup plus les freins. Il y a une étude que j'ai mis dans le bouquin où les voitures électriques polluent en particules 1860 fois plus que les voitures avec des pots d'échappement récents, les voitures thermiques. Donc, on nous ment, on nous raconte des grosses conneries, et puis c'est pas vrai que ça sauve pas la planète, ça la détruit la planète, quoi. Donc, il faudrait que les gens ils savent raison garder. Donc la voiture électrique pollue à la construction, elle pollue à l'utilisation et elle pollue également au recyclage de ces batteries parce qu'après il faut bien en faire quelque chose.
Alors, on n'a pas encore parlé du recyclage, oui. Alors là, c'est terrible parce qu'ils n'arrivent pas à recycler les batteries. Donc, bah, si tu regardes en Chine, tu as des cimetières de batteries. Bon, la Chine, c'est grand, ils ont de la place, ils peuvent courir certains endroits. Mais chez nous, on leur renvoie les batteries après quand la voiture est finie. Parce qu'il faut savoir que c'est très difficilement réparable. Tu as un accrochage avec une voiture électrique, elle est foutue, déjà, pour commencer. Donc, tu as des voitures qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, et hop, ça va à la casse. Euh, non, vraiment, c'est catastrophique pour la planète. Non, ça la sauve pas du tout, la planète. Non, non, non. Pourtant, Si on plonge on va vrai. te rétorquer, Jean-Michel, que c'est le progrès et qu'on ne peut pas lutter contre le progrès. Ah, mais c'est le progrès, mais ça n'empêche pas d'être con, hein, mon cher Eric. Je suis désolé, mais c'est quand tu plonges vraiment dans le dossier de la voiture électrique, mais tu te dis, mais c'est pas possible qu'on ait des âmes pareilles au gouvernement qui nous imposent la voiture électrique, quoi. C'est pour sauver la planète, hein. Il faut bien préciser que c'est pour sauver la planète. Mais ils sont complètement cons. Tu as Éric Orsena, qui est quand même de l'Académie française, qui a dit, euh, j'ai pas entendu de phrase plus stupide qu'il faut sauver la planète. Ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est On ahurissant comment rappellera, des gens. on rappellera aussi, Jean-Michel, que ceux qui nous disent qu'il faut sauver la planète, c'est aussi ceux qui nous disaient qu'il faut sauver l'humanité en restant chez soi pendant Voilà, que c'est les c'est mêmes. C'est les mêmes, hein. C'est C'est les les mêmes. mêmes C'est les mêmes. commentateurs. Bah là, on vient de terminer la COP 30. Je sais pas si tu as entendu parler. Euh, ils y vont comment, tous ces messieurs, dames, à la COP 30? Ils prennent l'avion commercial ou ils ont leur avion privé? Bon, s'ils ont leur avion privé, ils polluent 30 fois plus que s'ils avaient pris un vol commercial, déjà, pour commencer. Et puis alors, ce qui est très intéressant, c'est pour cette COP 30, c'est qui devait parler de la disparition des énergies fossiles, et le sujet n'a pas été abordé du tout. Ça, j'en revenais pas qu'il n'ait même pas touché le sujet lors de cette COP. C'est absolument ahurissant. Peut-être que l'étude de l'économiste anglais qui fait parler d'elle un peu a joué, je ne sais pas. Tu as vu, je l'ai mis dans le livre. Donc, c'est un économiste anglais qui fait la projection de la fin, de l'arrêt total des énergies fossiles. Voilà. Et la conclusion, c'est que lui, au bout d'1 an, il a 4 milliards de gens en moins sur la planète. Donc, il explique qu'à 30 jours, bah, les stocks de gaz, les stocks de fuel sont épuisés. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a plus d'électricité. Donc, la nourriture n'arrive plus, il y a plus les villes ne sont pas approvisionnées. Donc, ils disent, les seuls qui s'en tirent, ce sont ceux qui vivent dans les campagnes et puis qui ont de la culture ou des animaux. Et puis, il dit après commence la guerre civile. Les gens se battent et s'entretuent entre eux pour trouver à manger. Et il explique tout ça sur 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et il arrive qu'à la fin de l'année, il a 4 milliards de personnes qui sont décédées. Et encore, il trouve qu'il est soft dans ces chiffres. Il y a tout le détail de cette étude dans le livre, mais si les gens réfléchissaient un peu, mais c'est vrai, si on nous supprime les énergies libres, les fossiles, on n'a plus rien, quoi. C'est pas avec les énergies libres, avec les éoliennes, les panneaux voltaïques qu'on va pouvoir vivre. Et je précise, bon, j'y reviendrai dans un autre livre, mais les éoliennes, elles marchent à l'électricité, hein, quand même. J'avais mis des documents dans le chapitre Climarnac du livre que tu as préfacé, et on expliquait en Irlande, en Grande-Bretagne, elles marchent à l'électricité. Donc c'est dingue, quoi. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que la voiture électrique peut être un moyen de contrôle de nous, de chaque Alors, individu, de nos transports bien sûr. j'ai l'impression que Non, non, mais cette bien sûr que interconnexion peut aller très très loin. ça va très très loin. Mais c'est leur but, hein, nous contrôler davantage. Bon, déjà avec cet engin là, on est bien contrôlé quand même, hein.
Mais en voiture, c'est pareil, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est enregistré en voiture. Donc même si il n'y a pas de policier, mais que tu dépasses la vitesse, eh ben, tu auras une contravention que tu recevras chez toi. Voilà, il y a même pas. Tout est surveillé. Si on nous met une limitation, comme nous avons connu il y a quelques années, pas le droit d'aller à plus de 5 kilomètres, eh ben, quand tu arriveras à des distances de 5 kilomètres, ta voiture restera bloquée. Si tu es un mec comme moi qui écrit des bouquins qu'emmerde le gouvernement, eh ben, ta voiture, elle sera, non seulement elle sera bloquée, mais comme ils peuvent la diriger, ils pourront te faire un accident sans aucun problème. Enfin, ça, ils le font déjà. Hein. Ça existe déjà. Oui, oui, ils feront ce qu'ils voudront avec les voitures, quoi. Un contrôle total. Mais les gens se rendent pas compte de tout ça. Les gens se disent, oh, bah, de toute façon, moi, j'ai rien à cacher. C'est pas grave. Bah oui. On a déjà Attendons la entendu ça suite. aussi en 2021. Mais oui, ouais, ouais. Tu reviens, Jean-Michel, d'un Attendons la voyage en suite. Russie. J'ai deux choses. Tu reviens d'un voyage en Russie. Je voudrais juste nous dire quel accueil tu as reçu et ce qui va être et ce qui en aboutit. Et puis la deuxième chose que je te demande tout de suite, c'est est-ce que tu voudrais bien venir nous parler prochainement de la Russie, de ce qui se passe à Moscou, et puis de Ce qui se casser passe. des idées reçues qu'on ne voit que dans nos médias de grand chemin. Bah, avec plaisir, parce que si on écoute notre Jean-Noël Barjot, on est vraiment désinformé total de ce qui se passe. J'ai été très bien accueilli, beaucoup mieux que pensais d'ailleurs. Je pensais pas que le numéro 3 de Russie demanderait à me rencontrer avant que je quitte Moscou. Non, non, j'ai très bien, vraiment très Oui, bien. tu as rencontré Piotr Tolstoï, hein, c'est ça? Voilà, voilà. J'ai rencontré Piotr et il s'est engagé à préfacer mon livre en russe. Le tome 3, il va le préfacer qui sort en russe et il va le préfacer. Parce qu'il m'a dit, quand on a un journaliste occidental qui dit la vérité, ça nous change de ceux qui expliquent que l'on mange trois enfants le matin au petit-déj. Tu sais, il mâche pas ses mots, Piotr, hein, mais c'est quelqu'un vraiment de très simple, très gentil. Et, il a pris 50 minutes pour qu'on puisse déjeuner ensemble. Il m'a dit la prochaine fois, on dînera plus longtemps. Mais vraiment, j'étais vraiment surpris. Hein. Oh, quand j'ai reçu le texto, j'ai cru que c'était une blague. On arrive au terme de l'émission. Est-ce que tu as encore un petit mot à dire avant qu'on va représenter à nouveau ton livre à l'antenne, hein, Climat Arnaque? Eh bien, N'hésitez on pas à pourrait conclure en demandant aux gens de s'informer sur ce qui pollue le plus en France et puis dans le monde. Alors en France, vous allez sur le site d'Oxfam et en mai 2021, alors je sais bien en 2021, on parlait d'autre chose, vous avez un rapport de l'Oxfam qui vous explique que ce qui pollue le plus en France, ce sont les banques. Que les banques pourraient augmenter la température de 4 degrés. Mais ça, les journaux vous en ont pas parlé parce en mai 21, ils avaient un autre sujet à vous mettre dans la tête. Et puis, bah, dans le monde, qu'est-ce qui pollue le plus dans le monde? Qu'est-ce qui utilise le plus de carburant? Entre autres, eh ben, ce sont les guerres. Ce sont les guerres. Donc, voilà sur quoi je pourrais conclure parce que on n'a pas eu le temps de s'étendre sur le sujet. Mais j'aimerais que les gens ils sachent par eux-mêmes. Ils vont sur le site d'Oxfam et ils vont voir le rapport sur les banques, sur l'énergie dont les banques ont besoin, quoi. C'est énorme. Merci beaucoup, Jean-Michel. Mais bon, Euh, c'est plus facile de nous faire payer, nous. Bien sûr, déjà, les banques nous font payer très cher leurs agios, leurs frais, leurs trucs et tout. Donc, ils ont besoin d'argent, ces gens-là. Donc, voilà. Et c'est nous qui payons. Et c'est très simple. Il n'y a qu'un seul mot à dire, hein, c'est non. Hein. En 2021, on pouvait dire non. Et pour tout ce qu'on nous fait, tout ce qu'on nous sort, on peut dire non. Hein. Parce que si tout le monde dit non, bah, ils sont foutus, ces gens-là. on est bien d'accord, Il Jean-Michel. Il suffirait faut que ce qu'on, soit vraiment il non à suffirait une que bonne l'on, question. il suffirait que le peuple montre son pouvoir, qu'il arrête de consommer pendant 8 jours, ben, je te jure qu'il nous écouterait après. Qu'ils écoutent ou pas, le seul souci qu'on est avec ces gens-là, c'est qu'ils soient
en place. Et tu cites Jean-Jacques Rousseau et je voudrais terminer par ça parce que ça me paraît important qu'on puisse, d'une part, continuer à s'informer, à se informer, et puis surtout, c'est la première marche pour pouvoir défendre ses droits. Et voici ce qu'il disait, quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Les amis, à vous de libérer vos chaînes. N'hésitez pas à diffuser Voilà. cette vidéo. Et Jean-Michel, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, si tu veux bien, pour nous parler de Russie et tu nous feras rêver et voyager. Avec plaisir, Eric. Alors, je vous Bonsoir donne à rendez-vous tous. lundi prochain, les amis. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à diffuser. À très bientôt. Au revoir.